Alors bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la décroyance heureuse, c'est-à-dire se déformater pour vivre une autre dynamique, sortir de nos croyances limitantes et de notre culture qui a des croyances qui l'emmènent apparemment droit dans le mur. Alors, nous regardons le monde à travers le prisme de nos croyances. Suivant les individus, chacun sa croyance et chacun son regard sur le monde, il en est de même pour les cultures. Chaque culture a sa façon de regarder le monde. Donc on a des croyances individuelles qui vont nourrir une croyance culturelle collective, et cette croyance collective, via l'éducation, va aussi influencer nos croyances individuelles. Donc les uns nourrissent les autres. Alors notre culture, elle a une croyance plutôt matérialiste, qu'on appelle aussi naturaliste en ethnologie. Là, je reprends la roue de médecine pour ceux qui veulent aller voir dans la roue transpersonnelle, ils auront un peu plus de détails, mais c'est le monde des matières et il se résonne avec l'intellect. Donc ça donne le matérialisme. Notre culture matérialiste, elle a créé une hégémonie sur le monde, c'est-à-dire qu'elle a pris tellement d'ampleur qu'elle a détruit les autres cultures. Elle les englobe, soit à une époque elle les a carrément détruits, soit on va dire que, comme on voit sur le dessin, une greffe, à un moment donné, elle va imposer sa façon de voir le monde pour que ces autres cultures dites traditionnelles disparaissent une par une. Il en reste quelques-unes, mais elles deviennent de plus en plus rares. Donc le monde matérialiste, c'est le cas de tout le monde moderne, que ce soit l'Europe, l'Amérique, le Japon, l'Australie et tout le monde économique. Alors, on pense qu'on a raison, on pense qu'il est normal de penser ça parce qu'on pense tous pareil, comme des poissons dans un bocal, hein. Est-ce qu'il y a d'autres façons de penser le monde? Ben non, regarde autour de toi, tout le monde pense pareil, donc il n'y a pas de souci. Sauf que quand on est dans le bocal, on ne voit pas l'étiquette. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que c'est vraiment un champ culturel spécifique et qu'il y a plein d'autres façons de voir le monde et plein d'autres croyances. Alors d'où viennent nos croyances, nos certitudes, nos opinions, nos valeurs? Eh bien, ça vient de nos mythes fondateurs. En fait, c'est des histoires qu'on se raconte. Alors on va appeler ça notre mythos, nos légendes, nos croyances, notre subjectivité. Puis en face, on a tendance, nous, à mettre le logos, l'objectivité, la rationalité, voire la science. Sauf que c'est pas si simple que ça. Il y a une zone floue entre les deux. Il y a plein de mythes on pense qu'ils viennent de la science. Et en fait, non, c'est une interprétation de la science qui crée nos légendes et nos mythes culturels. Donc, le premier mythe, c'est que seule la matière existe. Hein, dans le mythe matérialiste, tout est matière, tout vient de la matière, alors que dans d'autres cultures, il y a de l'esprit, il y a de l'invisible. Ça, c'est une vision qui n'est pas scientifique en fait, parce que pour les sciences, la matière, en fait, elle n'existe pas vraiment, c'est de l'énergie, et même l'énergie, c'est de l'information, donc la matière, pour la science, est aussi une illusion. Donc tout ce qui existe est identifié comme matière dans notre mythos populaire. Une deuxième croyance, le hasard, que tout est hasard en fait, que l'univers a été créé par le hasard et que la vie est née du hasard. En fait, on ne sait pas, mais on a tendance à dire que c'est un coup de chance, d'énormes chances. Apparemment, même au niveau scientifique, il faut des milliards et des milliards de combinaisons pour arriver à ce qui se passe. On va dire que l'univers prend le temps, mais ça dépasse l'entendement dans les capacités à arriver à répondre à cet aléatoire-là. Un autre mythe, c'est que la conscience est née du cerveau. Hein, on pense chacun, ou la plupart, dans le monde moderne, notre cerveau fabrique notre conscience. C'est mécanique, on dit. Alors en fait, c'est plutôt bioélectrique, biochimique, bioélectrique. Et ça, dans les neurosciences, il y a beaucoup de scientifiques
qui le mettent comme c'est une théorie, mais ils en font une réalité. Et tous leurs travaux se font comme si c'était le cerveau qui fabriquait la conscience. En fait, on n'en sait rien. Il y a une corrélation entre le cerveau et la conscience, évidemment, mais que l'un génère l'autre, c'est pas prouvé. Hein, moi, j'aime bien l'analogie de dire que quand on a un poste radio, on pourrait croire que ben, les musiciens sont dans le poste radio et jouent de la musique. Et la preuve, quand on éteint le poste radio, on n'entend plus la musique. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le poste radio et les musiciens, mais ça ne veut pas dire que c'est le poste radio qui fabrique la musique. Voilà, un petit exemple comme ça. Donc en neurosciences, il y a des hypothèses. Et cette hypothèse que le cerveau fabrique la conscience, on en a fait une réalité dans notre mythe populaire. Une autre croyance, c'est que seul l'homme possède cette conscience. Alors je mets entre guillemets parce que on va dire une conscience supérieure ou quelque chose qui fait qu'on a conscience de soi-même. Hein, parce qu'on sous-entend bien que les animaux ont conscience, mais c'est une conscience menée par des instincts. Donc nous, on a une conscience supérieure et pas les animaux, encore moins les plantes. N'imaginons même pas parler des montagnes ou des rivières, contrairement à d'autres cultures qui pensent que la conscience est dans chaque élément. On a même des difficultés à se dire ben, quand est arrivée cette vraiment conscience supérieure. L'homme préhistorique, il n'est pas vraiment conscient, il est mu par ses instincts. Donc on va l'imaginer moins intelligent, on va l'imaginer sale, inadapté. On va même parler de préhistoire, c'est-à-dire l'histoire n'existait pas, on n'avait pas vraiment conscience. Donc voilà, ça aussi c'est un mythe de se dire que seul l'humain moderne a une conscience supérieure, ce qui nous sépare du monde animal, végétal, minéral des autres mondes. Un autre postulat, et pas des moindres, c'est que le temps est linéaire dans notre culture. Alors là, on peut revoir une vidéo où j'en parle plus précisément. Dans notre culture, ben, c'est la flèche du temps. On a inventé la flèche du temps. C'est assez nouveau dans notre culture, ça. Un événement, la flèche psychologique, événement passé. On a le souvenir du passé, l'événement futur n'est toujours pas là. La flèche cosmologique, c'est un univers qui était plus dense, plus chaud, qui est en expansion, et puis qui grandit, qui se dilate et qui devient froid. Donc ça marche aussi. Puis pour la thermodynamique, eh bien, quelque chose de la glace, à cause de l'entropie, va se réchauffer parce qu'elle prend la température ambiante et devenir une flaque d'eau. Et la flaque d'eau ne redeviendra jamais de la glace dans l'autre sens, dans les mêmes conditions. Donc dans la plupart des sciences, c'est un temps linéaire dans lequel on est bien conditionné pour penser nos théories. Et puis ben, avec ça, ben, on va fabriquer, avec ce temps linéaire, le progrès. Donc ben, on est de plus en plus intelligent d'après nos théories, et puis la science, la technologie de plus en plus de haut niveau, et qu'en fait ça sera mieux demain. Et c'est ce mythe de dire que l'âge d'or c'est demain. Il y a une époque où l'âge d'or c'était hier, c'était les Grecs, c'était les Romains. Il y a une scission, et maintenant on pense que ça sera toujours mieux demain. Alors ce mythe il a un peu du plomb dans l'aile parce que vu la situation environnementale, sociale, planétaire, on croit moins en un lendemain meilleur. Donc ce mythe-là est pas mal remis en question, hein, ce qui crée pas mal de dissonance pour chaque individu. Et puis ça amène logiquement au mythe de la croissance économique. Hein, et on en développe une action qui s'appelle le consumérisme, qui doit être le mode de vie de tous pour permettre la croissance économique. Parce que pour tout ça fonctionne, il faut une croissance économique exponentielle. Donc voilà, en gros, les 7 illusions ou croyances du matérialisme. Donc si je le résume, c'est euh, seule réalité, c'est la matière. Il n'existe que la matière. Donc c'est déjà un postulat pour s'en servir, pour la consommer, pour en faire des stocks. Hein. Tout n'est que matière, même, ça va même plus loin, c'est tout n'est que matière. Hein. On voit même les plantes comme de la matière, les animaux comme de la matière, vu qu'ils n'ont pas de conscience, ou peu. L'univers n'est que hasard, donc ça tombe bien, il n'y a pas d'intention, il n'y a rien de divin, de spirituel ou autre, donc cette matière est à disposition aussi. Le cerveau, source de la conscience,
ben voilà, c'est notre cerveau qui gère un petit peu le monde parce qu'on est les seuls à avoir conscience des choses et les autres sont à notre service, les autres vivants sont à notre service parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de libre arbitre comme on dit. Donc la conscience est réservée à l'humain et ça nous permet d'utiliser cette matière et ce monde du vivant. Le temps est linéaire pour une progression et passer à une notion de progrès petit à petit. Qu'on n'arrête pas, ce mythe de on n'arrête pas le progrès. Ça n'a pas vraiment de sens, mais euh, rien ne nous interdirait d'arrêter ce progrès tel qu'on l'imagine, mais c'est ce non-dit qui nous impose qu'il ne faut pas toucher au progrès, à la technologie qui évolue, parce que tout ça, ça permet aussi une croissance infinie. Et là aussi, là, c'est clair que la croissance infinie, c'est un mythe, parce que cette matière, en un, elle est limitée. Donc ça s'arrêtera à un moment donné. Donc tant qu'on ne déconstruit pas ces 7 illusions-là, on continuera à avoir les mêmes actions sur notre environnement. Il faut revenir à la racine des problématiques. Donc je prends l'exemple de l'arbre. Les racines, c'est nos croyances. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, changer d'action, avoir des sortes de mesures compensatoires pour réduire les problématiques sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Tant qu'on ne change pas fondamentalement nos croyances ou notre culture ne change pas ses croyances, on va toujours avoir les mêmes actes. Si on regarde à gauche de l'image, en bas, notre culture fonde nos croyances. Nos croyances façonnent nos valeurs, ça crée des valeurs, et avec ces valeurs, eh bien, on a des actes, on a des actions. Donc si le socle de nos croyances reste figé, nos actions resteront les mêmes quoi qu'on fasse. Donc si on compare un arbre, la terre dans laquelle baignent nos racines, c'est notre culture, notre éducation, notre expérience personnelle aussi, c'est tout ce qui nous influence. Les racines vont donner nos croyances. Et c'est pour ça que si on demande à quelqu'un de changer de croyance, ben, il aura peur de ça, parce que si on enlève les racines principales, ben, l'arbre peut se casser la figure. Donc nos croyances, elles sont importantes, c'est ce qui nous stabilise, c'est ce qui nous tient debout. Et les croyances de notre culture ont été importantes pour arriver là où on en est. Mais on peut se re-questionner aujourd'hui de est-ce que nos croyances d'aujourd'hui vont répondre au monde de demain. Ça c'est moins sûr. Et ces croyances se transforment en valeurs. On a des valeurs, on a une éthique. Et à partir de ces valeurs et de cette éthique, va se déployer des intentions, des objectifs qui, au bout du compte, vont donner des feuilles, des fruits, des fleurs, qu'on va appeler les actions. Donc toutes ces actions dépendent de tout ce processus-là. Donc si vous coupez les croyances, ça se casse la figure et il n'y a plus aucune action. Donc l'idée, c'est de comment on peut faire évoluer nos croyances petit à petit, transformer nos croyances en couper net l'arbre pour que évolue progressivement et que nos fruits y changent. Voilà pour l'exemple de l'arbre. Donc ça renvoie à des questions quand même, à chacun. Cette partie des questions, c'est quelles sont mes valeurs? Mon éthique, mes valeurs, j'ai quelles valeurs? C'est les identifier. Suite à ça, c'est de dire que ces valeurs, elles viennent de quelles croyances? Et puis, ces croyances, est-ce qu'elles sont limitantes ou est-ce qu'elles sont ouvrantes? En fait, on a tous des croyances et puis il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances. Il y a des croyances qui nous limitent dans notre expression, mais aussi des croyances qui sont limitantes pour le bien-être collectif et de la planète. Donc c'est comment se poser ces questions, est-ce que c'est des croyances qui aident à avoir un environnement sain et serein ou non? Après, c'est par qui, par quoi suis-je conditionné? Donc, imaginez, est-ce que c'est la famille, les amis, l'éducation? Quelle éducation? La culture, les médias, voire les champs d'influence qui nous conditionnent régulièrement, tous les supports médias qui ont de plus en plus d'importance, se questionner là-dessus. Comment je peux transformer mes croyances? Comment les faire évoluer petit à petit? Donc je dis plutôt transformer que couper, si c'est des racines, et ça peut nous mettre en danger. Si c'est des croyances fondamentales, vaut mieux les transformer petit à petit. Et puis derrière, pour les éducateurs, c'est comment éduquer sans conditionnement, parce que si on a nos propres croyances, on va les transmettre à d'autres, aux enfants ou aux adultes. Donc on pourrait dire que c'est, bon, en tant que formateur, je me dis, si je formate, je suis formateur, je formate. Et je formate à des croyances de notre culture. Donc mon objectif est peut-être de déformater, c'est de faire prendre conscience, comme on le fait là, de nos croyances, pour après, par l'expérience à vivre,
rencontrer d'autres façons de penser, faire évoluer ses croyances. Donc voilà, j'ai d'autres vidéos à venir sur chacune des croyances avec comment déconstruire ces croyances et quelles actions on peut mettre en place pour penser le monde autrement. Mais fondamentalement, tant qu'on ne change pas nos croyances, le monde, notre rapport au monde et nos actions resteront les mêmes. Donc voilà, c'est un point très important euh, qui est la base des changements de comportement et qui peut être un point important en éducation. Voilà, et bien je vous remercie et si vous voulez voir d'autres vidéos pour compléter, n'hésitez pas et peut-être à une prochaine fois.